Voilà un nouveau problème. Donc, on va regarder ici le problème, on va le lire. Un radiateur de chauffage central est parcouru par de l'eau chaude avec un débit de 2 litres par minute. 2 litres par minute. L'eau entre à une température d'entrée qui est TE égale 80 degrés Celsius. Et l'eau sort à une température TS de 60 degrés Celsius. Quelle est la chaleur fournie en 1 heure par ce radiateur, c'est-à-dire que on a bien un facteur temps qui intervient au niveau du débit, donc en litres par minute, mais un facteur temps qui intervient dans la question où il demande de mettre en unité de temps qui est l'heure, à partir de l'heure. Voilà. Alors pour ça, voyons voir le système. On a un système qui est, le système c'est le chauffage en fait, c'est le radiateur. Le système, il n'y a qu'un seul radiateur ici. Hein. Voilà. Système égale le radiateur. Alors, le radiateur va échanger avec un autre système, hein, c'est un sous-système, qui sont la pièce où se trouve le radiateur. Voilà, on a un échange avec un système. Ouais, j'ai oublié un E ici, bon, voilà, je vais le remettre. Système, voilà. Le deuxième système, c'est l'environnement direct du radiateur. Voilà, l'environnement direct du radiateur. Et donc il y aura un échange thermique, plutôt le système du radiateur va fournir bien sûr de l'énergie calorifique au système environnant directement le radiateur pour justement réchauffer la pièce. Alors voilà, ça c'est le système. Bien sûr, il y a des autres sous-systèmes qui sont imbriqués. Hein. Bon, parce que le système radiateur, il provient, voilà, l'énergie provient d'une chaudière. Donc il y a un autre système, voilà, qui est la chaudière, et ainsi de suite. Bon, ça fonctionne en cercle fermé via tous les radiateurs et puis ça retourne à la chaudière. Bon, mais ici je vais étudier uniquement le système radiateur. Voilà, et avec son système, avec son environnement direct. Bon, qu'est-ce que j'appelle ça en environnement direct? Quelque part, il doit chauffer une pièce, même si la chaleur devrait monter au travers d'un hall ou descendre, ou traverser une porte. Moi, je pense que c'est son environnement direct qui est, voilà, la chaleur à fournir, c'est pour l'environnement direct. Il ne doit pas réchauffer au fin fond d'une pièce, sinon vous rajoutez des radiateurs de l'autre côté de la pièce. Voilà. Donc c'est tout ça que se calcule. Hein. Un radiateur, un système de radiateur, ben, il faut connaître le volume pour lequel il faut réchauffer la pièce. Bien sûr, il faut connaître tout ce qui est coefficient des matériaux. Hein. Il y a tous des matériaux, voilà. Il y a tous les coefficients sur les matériaux, les murs, les briques, le plâtre, tralali, tralala. Voilà, et à partir de là, connaissant le volume et tous les coefficients, ben, il existe des logiciels spécifiques pour calculer, si vous voulez, la puissance d'une pièce, d'un local, d'une pièce, de ce que vous voulez. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est un chauffage indirect. Hein. Indirect dans le sens où c'est le radiateur qui réchauffe, enfin, c'est comment on appelle ça, la chaudière qui réchauffe les radiateurs. Donc c'est un chauffage indirect. Les radiateurs sont chauffés indirectement par la chaudière. Donc il faut alimenter une chaudière avant que la puissance calorifique arrive en partie, bien sûr, sur les radiateurs. Parce que chaque radiateur va recevoir une partie d'énergie calorifique. Voilà. Et il existe des petits radiateurs comme il existe des grands radiateurs.
Les petits radiateurs sont des radiateurs de petite puissance, et les gros radiateurs, des radiateurs de plus grosse puissance qui vont offrir, parce que je l'ai bien dit, c'est des pertes calorifiques, hein, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où il va fournir la chaleur au milieu environnant. Donc, le radiateur est bénéfique pour cette perte de chaleur. Maintenant, en été, on désire fermer les radiateurs. S'ils perdent de la chaleur, parce qu'en fait, ils chaufferaient, ben là, on ne serait pas content. Hein. Un radiateur qui chauffe en été, bon, c'est de la consommation pour rien, c'est de la perte d'énergie, et c'est de la perte surtout de perte d'argent. C'est de la perte d'argent. Au niveau économique, le fait de chauffer, alors qu'il n'y a pas lieu de chauffer en été, certains chauffent des locaux, hein, ils chauffent des locaux alors qu'il fait chaud, bon, ça c'est vraiment du gaspillage. Si c'est pas eux qui payent, tant mieux, mais bon, si c'est la collectivité qui paye, bon, ils ont leur mot à dire. Bon, et bien sûr, les systèmes. Donc, la chaleur, soit on a envie de la chaleur, soit on n'a pas envie de la chaleur. Je vous ai déjà dit, bon, si vous ne désirez pas de la chaleur, vous retirez votre pull. Si vous avez envie de la chaleur, vous remettez un pull. Voilà, vous vous mettez en t-shirt, voire même certains se mettent en été comment on appelle ça, en torse nu. Torse nu parce que bon, certains possèdent plus de graisse que d'autres et donc ont plus chaud et ont plus tendance à être à l'aise en torse nu en été. Bon, mais vous comprendrez qu'en été on n'allume jamais les chauffages parce que bon, il fait bon en été en général, sauf s'il viendra faire très froid. En été, ça peut arriver, mais bon, là, on allume la chaudière et donc le chauffage. Mais vraiment, la chaudière et le chauffage fonctionnent pendant le mauvais temps. Pendant le mauvais temps. Dans les périodes de mauvais temps. Voilà. On n'allume pas ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la chaleur est bénéfique quand il fait froid, mais la chaleur n'est pas souhaitable quand il fait chaud. Donc, vous voyez comment la chaleur nous apporte satisfaction. Elle nous apporte satisfaction, bien sûr, quand il fait froid. Quand il fait chaud, bon, il n'y a pas lieu de ramener de la chaleur puisqu'il fait déjà chaud. Donc en fait, ça devient du gaspillage, ça devient des dépenses d'argent inutiles. Maintenant, si c'est pas, ça vient pas de la poche de quelqu'un, d'une personne même responsable, ça vient peut-être des collectivités, voire de l'État. Alors, je prends par exemple les bâtiments d'école. Dans les bâtiments d'école, ben là, il faut réchauffer et il faut mettre des régulations qui permettent de dire, bon, à quel moment il faut réchauffer. Alors, on ne chauffe pas tout azimut à n'importe quelle heure, voilà. Sachant qu'on parfois, c'est vrai qu'on a des grands locaux. Les grands locaux, il faut prendre le temps d'inertie, le temps qu'arrive la chaleur, ben, il y a un temps dû à l'inertie, voilà, de réchauffement de l'air. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il faut mettre les chauffages avant l'heure, un certain temps avant la rentrée des classes par exemple, mais ça se gère, ça se gère. Le système voilà, de chaudière et radiateur se gère. Il faut faire des entretiens, et il faut regarder si tout fonctionne, s'il n'y a pas les consommations, si elles ne sont pas trop importantes, et si elles ne sont pas énergivores, parce que si elles ne sont énergivores, il faut penser à un autre système, c'est-à-dire peut-être isoler les locaux, mettre de triple vitrage, mettre des isolants, des isolations, voilà, enfin on peut changer énormément de choses pour justement éviter de chauffer de trop, voilà, de chauffer de trop. Maintenant on peut mettre des chaudières à régulation, voilà, qui va calculer par un processeur qui calcule, je veux dire, le meilleur temps de fonctionnement pour avoir la meilleure chaleur utile au niveau des locaux. Bon, maintenant, l'idéal, c'est de savoir si un local est vide ou pas, parce que si le local est vide, on ne chauffe pas des locaux vides. Hein. On ne chauffe pas de locaux vides. Voilà. Donc, tout ça, ça demande, on va dire, une gestion. C'est une gestion. C'est une gestion par des personnes responsables qui doivent regarder au denier de la collectivité, au denier de l'État, au denier de leur propre poche. Aussi, si c'est eux qui sont responsables, voilà, d'un bâtiment, voilà. Voilà, donc on peut, en fait, donc le chauffage, système de chauffage, peut être apporté soit à un bâtiment, soit à un gratte-ciel. À ce moment-là, on demande des grosses puissances de chaudière. Voilà, les chaudières peuvent être accouplées en plusieurs chaudières.
Voilà. Et alors bon, ça se calcule, la puissance d'une chaudière, ça se calcule en fonction du bâtiment, en fonction du gratte-ciel, en fonction du local, de l'atelier. Mais généralement, dans les ateliers, on va mettre plutôt des chauffages directs et non pas indirects. C'est-à-dire que, bon, on peut chauffer un atelier, il y a des souffleries, voilà, chaudes, hein, d'air chaud, des souffleries d'air chaud, directement, sans passer par une chaudière. Une chaudière, voilà. Donc on va faire un chauffage direct. Comme ça, on a directement la chaleur et il n'y a pas de perte tout le long du trajet de la chaudière jusque les radiateurs. Hein. Parce que c'est vrai que là aussi, on peut considérer que les radiateurs sont reliés par des canalisations d'eau. Et donc ces canalisations bon, sont aussi en métallique, et tout ce qui est métallique est conducteur de la chaleur. Donc il y aura des pertes calorifiques hein, avec le milieu extérieur. Voilà. Alors donc ce qui veut dire que tout le long du trajet, bon, si un chauffage se trouve très loin, ben, euh, la chaleur va perdre, l'eau va perdre de sa chaleur. Bon, alors qu'est-ce qui va transporter la chaleur? C'est l'eau. L'eau est ce qu'on appelle un fluide caloporteur. L'eau est un fluide caloporteur, il va transporter la chaleur d'un point A à un point 2, à un point B. Voilà. Donc c'est l'eau qui va faire le travail de transport de chaleur. Voilà, à travers les différentes pièces, les différents locaux, les différents halls, parce que les halls sont énergivores aussi, parce que c'est grand en volume. Généralement, les halls, c'est bon, les halls d'une bibliothèque, les halls voilà, d'une piscine, les halls, voilà. Bon, les piscines aussi, ça demande beaucoup de chaleur à réchauffer la masse d'eau. Les piscines, voilà, les salles de sport, euh, les complexes sportifs, les théâtres, les cinémas, euh, les, enfin, tout ce qui est lieu public, euh, bon, on peut faire en sorte que s'il y a une clientèle qui vient par exemple au restaurant, ben, il faut que cette clientèle ne soit pas dans le froid. Voilà, donc on assure dire, une certaine chaleur qui assure en même temps une convivialité. Voilà, la chaleur est une forme de convivialité aussi. Hein. Bon, le fait d'apporter de la chaleur dans un restaurant, les gens, s'il fait pas trop chaud non plus, parce qu'à ce moment ça peut irriter. La chaleur, s'il fait très chaud, ça peut irriter les personnes. Et voilà, elles se sentiraient peut-être une envie de sortir vers l'extérieur, à l'extérieur, parce qu'en fait elles ont trop chaud à l'intérieur. Bon, donc en fait voilà, tout ce qui est salle de danse, tout ce qui est salle de réception, etc., bon, demande bon, d'être réchauffé quand il fait froid, et ça apporte une certaine convivialité, pour autant que c'est pas trop chaud. Voilà, parce que s'il fait trop chaud, on a un système qui apporte de fortes chaleurs, ça peut irriter les personnes en présence, et bon, là, à ce moment-là, on aura une perte de convivialité, parce que les personnes voudront plutôt, je veux dire, se déplacer euh, ailleurs que l'endroit où il y a lieu où a lieu la réception. Et on peut imaginer toute une panoplie de réceptions, voilà, des points voilà, où se trouvent des locaux où il y a voilà, des personnes qui peuvent euh, se rencontrer voilà, dans des locaux réchauffés. Alors je pense à tout ce que je vous dis, hein, cinéma, radiateur, mairie, voilà, centre de formation, centre scolaire, centre sportif, centre, voilà, centre, tous les centres que vous pouvez imaginer. Hein. Voilà, un hôpital, une société, une industrie, une compagnie, des bureaux, un centre, voilà, des bureaux, etc. Tout ça, bon, sont des locaux où il y a des personnes qui travaillent, qui passent leur temps, qui prennent leur loisir. Et donc, fatalement, il faut réchauffer tous les locaux dont je viens de vous citer. Et c'est pas ça qui manque, les locaux, les bureaux, les halls, voilà. Et on réchauffe pas mal d'endroits. Ne fût-ce qu'une habitation domestique, on y retrouve voilà, plusieurs pièces à réchauffer, les chambres,
les chambres. Si on a une chambre mansardée, les chambres, tout court, la salle de bain, la douche, les halls de passage, la cage d'escalier, tout ça. Bon, cage d'escalier, le living, etc. Beaucoup de pièces sont, généralement, on peut aussi parfois mettre des radiateurs dans la cuisine. Voilà, cuisine, salon, euh, voilà. Donc, on fait passer un peu partout les radiateurs, hein. Voilà, on évite certains endroits comme voilà, le garage, la buanderie et les caves. Là, on ne met pas des radiateurs, mais il y a des endroits où on met des radiateurs, d'autres pas. On peut avoir aussi des personnes qui ont des, comment ça s'appelle ça, voilà, des espaces vitrés. À ce moment-là, ils peuvent mettre un radiateur à l'intérieur. Une véranda. Voilà, une véranda. Certains mettent des radiateurs au sein de la pièce où il y a, au sein de la véranda, ils peuvent mettre des radiateurs. Voilà. Donc vous voyez que le système de radiateur peut intervenir partout. Alors bon, on peut avoir une chaudière gaz, une chaudière à mazout. Voilà, et maintenant, il existe aussi des chaudières à pellet, des chaudières à. Maintenant, tout ce qui peut être, je veux dire, voilà, élément de combustion peut être établi en tant que chaudière. Voilà. Ceci étant dit, donc c'est le système de radiateur. Bon, et le radiateur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est via un fluide caloporteur, une circulation d'un fluide au sein d'un radiateur petit ou grand. Ils ne sont pas des mêmes puissances, hein, il y a différentes puissances. Voilà, j'en prends un comme ceci. Donc il y a l'arrivée d'eau chaude qui va dans ce sens-là, qui va d'un radiateur à l'autre, hein. Bon, je peux mettre plusieurs radiateurs, hein. En voilà un petit, un moyen. Voilà, un radiateur moyen. Je vais en mettre un plus petit, hein, voilà, par exemple à un coin. Voilà un plus petit radiateur. En voilà deux, hein, deux radiateurs. Et alors bon, l'eau chaude se raccorde comme ceci. Voilà. Voilà l'eau chaude. Et alors bon, l'eau chaude parcourt le radiateur. On a une circulation à l'intérieur du radiateur d'eau chaude. Et l'eau devenant de moins en moins chaude pour sortir et retourner en tant qu'eau froide. Il y a un retour. Bon, l'entrée, elle est là, hein. L'entrée d'eau chaude est ici. Et on peut aller à plusieurs radiateurs. Moi, j'en ai mis que deux ici. Voilà, l'eau continue à circuler pour aller vers d'autres radiateurs si il s'avère qu'il y a d'autres radiateurs, bien sûr, hein. Voilà. Alors ceci, on peut verrouiller, bien sûr, hein. On peut verrouiller le radiateur. On peut verrouiller un radiateur. Empêcher l'entrée d'eau. On peut le fermer via une clé. Voilà. On peut couper l'eau, hein.
Alors, il y a l'eau froide. Ici, on a le retour d'eau froide, là. Voilà, là, on a l'eau froide. Tout comme on a l'eau froide ici. Et on retourne à la chaudière. Voilà. Alors on met des coudes, etc. Des coudes pour faire changer la direction, bien sûr, de la canalisation, et donc du fluide qui va changer de direction. Voilà l'eau froide. Et bien sûr, l'eau froide retourne dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et il y a une vanne thermostatique là. Voilà. Bon, ce que je vais faire, parce que j'ai décidé de mettre la vanne après, donc je vais recommencer ceci. Voilà. Lui, il va pas rentrer ici alors, puisque je viens de rajouter la vanne. Si je mets une vanne à ce moment-là, je dois le faire rentrer ici. Voilà, et il va rentrer comme ceci. Voilà. Voilà. Et alors bon, c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Je dois repasser bien sûr par la vanne.
Voilà. J'ai mal fait le dessin, mais enfin, bref, vous comprenez plus ou moins ce que je suis en train de raconter ici. Voilà. Voilà. Voilà, vous comprenez que le fluide va passer ici. Hein. Le fluide passe ici, par la vente thermostatique, et puis après, il ressort par là. Tout comme ici, le fluide va monter ici. Pour ressortir par là. Enfin, ressortir, rentrer dans voilà, dans le radiateur. Et bien sûr, la finalité, c'est de ressortir en tant qu'eau froide ici. Voilà, et retourner par l'eau froide. Voilà. Donc on a un radiateur de petite puissance, et voilà, que je vais appeler R1. Enfin, un radiateur R1 de plus grande puissance que R2. On a un petit radiateur et un grand radiateur. Bon, voilà. R1, R2 sont les radiateurs. Voilà. Et donc, les radiateurs auront pour but de fournir de la chaleur à leur milieu environnant, échanger voilà, de la chaleur avec leur milieu environnant direct. C'est une perte de chaleur du radiateur, mais une chaleur voulue, c'est une perte voulue, c'est fait exprès.
On le veut ici. D'habitude, on ne veut pas les pertes de chaleur, on ne les veut pas. Ben, ici, on les crée pour justement avoir un échange avec le milieu extérieur, et c'est le radiateur qui fournit, qui est un échangeur de chaleur, qui va fournir sa chaleur au milieu extérieur. Il va échanger sa chaleur avec le milieu extérieur. Bon. Alors maintenant, si on regarde le problème, un radiateur de chauffage central est parcouru par de l'eau chaude avec un débit de 2 litres par minute. Ça veut dire que toutes les 2 minutes, on a, enfin toutes les minutes, je m'excuse, on a 2 litres. 2 litres d'eau qui est amenée par minute. 2 litres d'eau, ça veut dire une quantité calorifique d'eau. Hein. Une quantité calorifique, parce que l'eau est un fluide caloporteur, il va être transporté de A à B, en même temps il transporte la chaleur, et là, en transportant la chaleur, ici, on va avoir un échange, l'échange de chaleur ici, avec le milieu extérieur. Là, on va voir l'échange de chaleur. Voilà. Mais quelque part, partout dans la tuyauterie, il y a des pertes de chaleur. Hein. Il n'y a pas qu'au cas. Voilà, je vous ai dit. Mais il n'y a pas qu'au radiateur qu'il y a des pertes de chaleur. Mais au radiateur, on veut ces pertes-là exprès. Mais le long des tuyauteries, est-ce qu'on les veut? Pas nécessairement. S'il y a des petites pertes, c'est pas grave. Ça réchauffe en même temps le milieu ambiant. Pourquoi pas? Maintenant, si ça vient de quelque part d'un endroit où on ne veut pas réchauffer, à ce moment, on va calorifuger le tuyau. Par exemple, s'il passe par un garage, le garage n'est pas chauffé, ben, on s'en fout de le chauffer, le garage. Donc on va calorifuger dans le garage les pertes de chaleur. Calorifuger le tuyau pour éviter les pertes de chaleur qui se feraient dans le garage. Parce qu'on ne veut pas avoir de pertes de chaleur dans le garage, parce que le garage, on n'a pas envie de le chauffer. On n'a pas envie de le chauffer. Voilà. Par contre, s'il y a des pertes de chaleur ailleurs, tout le long de la tuyauterie, on s'en fout, parce que ça participe à réchauffer la pièce. Voilà. Ça aide le chauffage à réchauffer en même temps. Les tuyauteries participent, comme le chauffage, à échanger la chaleur. Donc les pertes de chaleur, en fait, elles sont partout. Hein. Elles sont partout. Tout le long de la tuyauterie, on aura de la chaleur. Là, on aura des pertes de chaleur. L'eau chaude ici. Je vous rappelle que l'eau chaude ici est à 80 degrés Celsius. Hein. Et l'autre, elle est à 60. Dans ce cas-ci, 80, l'eau chaude est à 80. Elle va échanger de la chaleur. Même l'eau froide, qui est considérée à 60, ben elle n'est pas froide. Hein. 60, c'est pas froid. Voilà, donc là, on a 80 degrés Celsius. Donc même le tuyau d'eau froide va réchauffer l'environnement extérieur. Même le tuyau d'eau froide. Alors, même le tuyau d'eau froide, parce qu'il est à 60. 60 degrés, ça participe aussi au chauffage de... Voilà, donc on a 80 pour l'eau chaude et 60 pour l'eau froide. Du moins, pour ce radiateur-ci, hein, pour R1. Pour R1. Bon, les autres, c'est pas dit qu'elles sont dans les mêmes conditions. En tout cas, pour R1, bon, il rate à 80. Voilà. Mais l'eau ici, elle n'est plus à 80. Hein. Je vais vous montrer l'endroit. À cet endroit-là, l'eau n'est plus à 80. Hein. Ouais, parce que, je vous dis, il y a des pertes calorifiques tout le long du tuyau. Tout le long du tuyau, il y a des pertes. Hein. Donc, s'il est à 80 sur le premier radiateur, donc les radiateurs en amont, si vous voulez, c'est là où il y a le plus il est plus près de la chaudière, plus il aura une grande température. Parce qu'après, au fur et à mesure que l'on avance, on a des pertes calorifiques dans les tuyauteries. Hein. Voilà, là on a 80, mais là je ne promets pas qu'il y a 80 ici. Hein. Et s'il devait y avoir un autre radiateur, il y aurait encore moins dans le troisième et ainsi de suite. Dans le énième radiateur, il y aurait moins de chaleur parce qu'il y a des pertes calorifiques. Et je dis bien perte de calorifiques. Voilà.
Normalement, le tuyau perd de la chaleur tout le long de son trajet. Donc je vais mettre de l'eau à, voilà, à 85 au niveau de la chaudière, en sortie de chaudière, mais à la fin du dernier radiateur, on n'a pas les 85. Vous comprendrez qu'il y a des pertes de chaleur tout le long du trajet. Ça veut dire que le premier qui reçoit la meilleure température, c'est celui qui est plus proche du, voilà, en amont, qui est plus proche de la chaudière. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, attention que l'eau froide, qui n'est pas si froide, parce qu'elle est à 60, ben, 60 où? Elle est à 60 pour le radiateur R1, bien sûr. Pour le radiateur R1, l'eau ici est à 60. En sortie de R1. Voilà, elle est à 60. Ben, elle ne sera pas à 60 pour l'autre radiateur, je vous le dis tout de suite. Alors, déjà, c'est pas les mêmes tailles de radiateurs, c'est pas les mêmes. Voilà, ils sont pas, c'est pas les mêmes tailles. Ils n'ont pas les mêmes surfaces, ils n'ont pas les mêmes volumes. Donc, fatalement, on comprendra que si R1 reçoit déjà, R1 recevra 80 degrés. Un même radiateur que R1, situé un peu plus loin, que R1 n'aura pas 80 degrés. Je viens de vous le dire, parce qu'il y a perte le long des conduites. Il y a des pertes calorifiques. Donc, celui qui est le plus privilégié, ben, c'est le premier radiateur. Ensuite, le second. Ensuite, le troisième. Et en finalité, celui qui est le moins privilégié, c'est le dernier. En bout de chaîne. Parce que là, toutes les pertes calorifiques qu'il y a eu entre-temps, ben, voilà, l'eau n'est pas à 80 constant partout. Hein, ça, je vous prie de me croire. Hein. Elle n'est pas à 80 partout le long du tuyau. Hein. Plus le tuyau est long et plus vous allez vous éloigner avec la tuyauterie, plus vous allez retrouver que la température a bien diminué du fait des pertes de chaleur de la tuyauterie. Voilà. Bon, ceci étant dit, il est vrai pour le chemin retour aussi. Hein. Là, on a déjà 60, on a 60. Mais le 60 va quand même échanger, parce que bon, ça reste du chaud. C'est pas, on dit, d'ailleurs, j'appelle pas eau chaude, eau froide, moi ça, j'appelle ça entrée-sortie, température d'entrée d'eau, température de sortie d'eau. Voilà. Parce que je ne veux pas appeler ça eau chaude, parce que l'eau 60 c'est chaud, 80 c'est chaud. 80 c'est chaud et 60 c'est chaud. Voilà. Donc on aura l'eau froide, soi-disant eau froide, elle va contribuer à chauffer l'air ambiant aussi, mais moins que l'eau chaude, parce que l'eau chaude est à 80, l'eau froide est à 60. Donc on aura des pertes calorifiques, mais nécessaires pour le milieu ambiant. C'est des pertes voulues. Donc on ne va pas calorifuger la tuyauterie. Justement, la tuyauterie apporte aussi son lot de chaleur. Hein. La tuyauterie, que ce soit la tuyauterie d'aller ou de retour. Ils apportent tous les deux leur lot de chaleur. D'ailleurs, mettez votre main sur voilà, la partie eau chaude du radiateur, ben, vous comprendrez que c'est chaud. Voilà. D'autant plus que c'est métallique et le métal est un bon conducteur de chaleur. Donc vous allez tout de suite ressentir l'eau chaude. Et maintenant, mettez votre main sur le retour, c'est-à-dire que vous allez recevoir aussi une quantité de chaleur au niveau de l'eau, soi-disant, retour. Qui est, soi-disant, on n'appelle pas ça l'eau froide parce qu'elle n'est pas froide. 60 degrés, c'est pas froid. Voilà. Ce qui veut dire pour le prochain radiateur, ben, on n'aura pas 60 degrés. Hein. Voilà. On n'aura pas 60 degrés en retour. Parce que déjà, la température d'entrée, je vous dis, il sera peut-être de combien? On aura peut-être perdu 1 ou 2 degrés. Elle sera peut-être à 78 ici. Hein. J'invente, bon, je ne sais pas combien est-ce qu'on aura. On aura peut-être 78 degrés, c'est à la place de 80. Par exemple, on aura perdu 2 degrés. Voilà, 2 degrés. Et là, peut-être qu'il sera à la place de 60. Ben, c'est vrai que c'est un petit radiateur que je viens de mettre. Donc, bon, il va peut-être perdre moins de chaleur. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, oui, bah, on sera peut-être à 68. Voilà, 68, mais pas 60. C'est un petit radiateur. Il va perdre moins voilà, il va perdre moins de chaleur. Donc la température qu'il va échanger est moindre parce que c'est un petit radiateur. Voilà.
Bon, voilà, ceci étant dit, bon, on va calculer, c'est ça. Donc la température d'entrée est de 80 degrés. On va calculer quelle est la chaleur fournie en une heure, sur une base d'une heure. C'est fondamental à savoir, ça. Comme ça, on a une base de temps d'une heure. La température de sortie de 60. La variation de température, ben, c'est voilà, 80 moins 60 pour le radiateur R1. Pour le radiateur R1 que voici, on connaît sa température d'entrée, on connaît sa température de sortie, 80 à 60, mais ça veut dire qu'il a échangé avec le milieu extérieur 20 degrés. C'est 20 degrés qui ont été échangés avec le milieu extérieur. Voilà. Il a une perte de 20 qui a été échangée avec le milieu extérieur. Voilà. Donc, cette variation de température de 20 degrés va apporter une chaleur, bien sûr, sur base d'une heure. Hein, je calcule sur une base de temps d'une heure. Connaissant le C0, c'est 4,186 joules par gramme et par degré, ce qui fait 4,186 kJ par kilo. Je multiplie par 1000 au numérateur et par 1000 au dénominateur, ce qui fait 4186 joules par kilo. Voilà, si vous voulez savoir combien ça fait, ceci, c'est ceci, fois 1000. Voilà. 4186 joules cette fois-ci. Je l'ai bien en joules parce que 4,186 joules, c'est 4 kilojoules. 4,186 kilojoules, c'est 4186 joules. Mais bien sûr pour 1 kg et pour 1 degré. Alors le débit, je ne vais pas mettre grand Q, parce que le débit, ça c'est en mécanique des fluides, on l'appelle grand Q. Mais le problème c'est qu'ici on est en calorimétrie, et la calorimétrie, le grand Q c'est chaleur. Donc le débit, je vais l'appeler petit q. Voilà. Le débit ici, c'est un débit volumique en litres à la minute. Voilà, à la minute. Il est donné en volume par minute. C'est un débit volumique à la minute. Alors, on sait bien que il fait 2 litres par minute. Voilà. Alors, le volume horaire, ça c'est le volume horaire, ben, il faut multiplier par 60 pour avoir le débit horaire, ce qui fait 120 litres par heure. On sait bien que l'eau, sa masse volumique, c'est 1 kg par décimètre cube. Donc dans une bouteille, il y a 1 kg, 1 kg, ça qui fait 1 kg dans 1 litre. Il y a 1 kg dans 1 litre. Alors la masse de l'H2O, ben, on peut trouver facilement, grâce à ces données-là, de volume horaire et de masse volumique, ben, je peux trouver la masse d'H2O horaire à l'heure. En fait, comme on a 120 litres par heure, hein, parce que 2 litres fois 60, enfin 2 litres par minute, pour avoir une heure, il faut faire dans une heure il y a 60 minutes, donc 2 litres, 2 litres toutes les minutes fait 120 litres toutes les heures. Voilà. Et comme on a 120 litres par heure, sachant que la masse volumique de l'eau fait 1 kg pour 1 litre, on fait 120 fois 1 kg par litre, donc les litres se simplifient, litre divisé par litre, mais il va rester des kilos par heure. Donc on aura 120 kg par heure, et voilà ce qui sort comme eau, ce qui est une quantité gigantesque, hein, 120 kg, voilà, c'est beaucoup. À l'heure, c'est beaucoup. Hein. En une heure, ça fait beaucoup. C'est beaucoup d'eau. Donc, ce qui veut dire que si la chaleur qui va être échangée sur 20 degrés, parce que la variation de température est de 20 degrés, eh bien, ça fera 120 kg par heure fois 20 degrés. Mais ne pas oublier la chaleur massique de l'eau qui est importante, hein, qui vaut 4186 joules pour 1 kg. Donc on a 120 kg ici. Il faudra faire 4186 fois 120 et fois 20. Donc 120 kg fois 4186 joules pour 1 kg et pour 1 degré. Et comme il y a 20 degrés, voilà, il faut faire le calcul ici. Donc on va, si vous voulez calculer, c'est ceci. C'est égal à 120 kg fois 4186 joules pour 1 kg et pour 1 degré fois 20 degrés de variation de température
ce qui fait 10 46 400, c'est le chiffre qui, enfin c'est le nombre qu'il y a là-bas. Et bien sûr, ça c'est le nombre de joules en une heure. Joules en une heure, c'est immense. Voilà, joule, 10 millions de joules. Si je mets en kilojoules, je divise par 1000 pour avoir un kilojoule. Donc 10 46 400 divisé par 1000, ça fait 10 046,4 kilojoules. Et je divise par 1000 pour avoir en mégajoules parce que c'est plus approprié. Voilà, c'est 10,04 mégajoules pour une heure. C'est quand même une grosse énergie pour voilà, une heure. 10 mégajoules en une heure. Alors, ce que je vais faire ici, je vais calculer la variation de chaleur pour 120 heures, ou ce que vous voulez. Hein. Eh bien, je connais la base d'une heure, c'est pour ça que, bon, ici elle est donnée sur une base d'une heure. Hein. Vous voyez que j'ai mis une base d'une heure. Pourquoi une base d'une heure? Parce qu'à partir d'une base d'une heure, on peut trouver ce qu'on veut. Sur 120 heures, sur 20 jours, sur un mois, et c'est ce que j'ai fait ici. Je calcule ici, par exemple, la variation de chaleur pour 120 heures de fonctionnement de ce radiateur. Voilà, ça fait 120 heures fois 10 mégajoules, ce qui fait 1205 mégajoules. Maintenant, voilà, je fais juste le calcul suivant, égale 120 multiplié par 10 mégajoules, ce qui fait 1205, 568, ce qui fait 1205,57 mégajoules. Ouais, voilà, on est en mégajoules hein, ici. Voilà, on fait des 10 mégajoules fois 120 heures, mais 10 mégajoules par heure, voilà, fois 120 heures fait 1257 mégajoules. Alors maintenant, je vais calculer pour 30 jours. Un jour, c'est 24 heures. Hein. Donc il suffit de prendre nombre de mégajoules par heure, multiplié par 24 heures, multiplié par voilà, un mois de 30 jours. Voilà. Et ce qui fait 41 au centième, ce qui fait 41, toujours en mégajoules. Voilà. Bon, ici j'aurais pu travailler pour trouver pour 50 heures, voilà, pour 100 heures, voilà, etc., etc. Bon, une fois que j'ai une base horaire, je peux calculer pour n'importe quelle heure. Voilà. Et quand j'ai une base horaire, je peux travailler, chercher pour n'importe quel nombre de jours. Voilà, je vais mettre pour 60 jours, qui fait 2 mois. Pour 95 jours, voilà, pour 1000 heures, ce que vous voulez. Hein, voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Voilà, maintenant, pour 3 mois, comment calculer pour 3 mois? Eh bien, c'est 10 mégajoules fois 24 heures pour avoir un jour, fois 30 jours pour faire un mois. Je calcule directement avec 30 jours, j'aurais pu calculer avec 31. J'ai choisi 30. Je considère qu'il y a 30 jours par mois. Voilà, pour uniformiser voilà, le nombre de. Voilà, à 30 jours par mois. J'aurais pu mettre un calendrier. Bon, voilà, mais ici, c'est pas le but d'aller jusque-là. Voilà, et calculer en fonction du calendrier, s'il y a 30 jours par mois, ou 31 jours, ou 28 jours, 29 jours, en fonction des années bissextiles du mois de février. Alors, je disais, il faut multiplier par 24 pour avoir par jour, par 30 pour avoir pour un mois, par 30, oui. Voilà, on fait ça. Il me manque quelque chose. Est-ce que j'ai bien fait 90 24 fois. Je vais recommencer en nombre de jours, c'est 10 fois 24 heures, ouais, et fois le nombre de jours ici. Ouais, ça c'est bon. Alors maintenant, je calcule en mois. En mois, c'est 10 mégajoules par heure fois 24 heures fois 30 jours pour avoir un mois fois bien sûr le nombre de mois. 21 700, et bien c'est la valeur qu'on a ici. Bien sûr mégajoules, hein, voilà, mais pour 3 mois. Voilà. Je peux changer le nombre de mois, hein. Je peux mettre tous les mois, voilà ce que l'on a. Je peux mettre 24 mois qui fait 2 ans. Voilà. Ici je peux mettre 500 jours, hein. 5000 jours, là il y a plusieurs années. Hein. Voilà, là je peux mettre voilà, 1 million d'heures, il y a voilà, il y a plusieurs mois là-dedans. Voilà, je dirais même qu'il y a voilà, 24 mois, c'est 173. Voilà, 173 000
Là, 5000 jours, ça fait 1 200 000. On a plus de 24 mois, il y a plus de 2 ans ici. Avec 5000 jours, il y a plus de 2 ans. Voilà, et là, il y a plus de 2 ans aussi. Hein. Ça donne ceci. Voilà, mais restons raisonnables. On va chercher pour 100 heures de fonctionnement du radiateur. On peut calculer pour allez, une cinquantaine de jours de fonctionnement. On peut calculer pour 3 mois de fonctionnement. Et je calculais en année sur 2 ans de fonctionnement, par exemple. Je reprends la base horaire, 10 fois 24 heures par jour, fois 30 jours par mois, fois 12 mois par année, fois fois 30, il ne faut pas que je me trompe, jours, un mois, ouais, 12 mois. Combien de fois 12 mois? Ben, fois ceci. Voilà, et là, je n'ai pas cette réponse-là, donc je me suis trompé quelque part. Là, je vais recommencer. Donc, je vais recommencer, j'ai fait une petite erreur. Fois 24 heures par jour, fois 30 jours, fois 30 jours, ça c'est pour un mois. Alors, dans un mois, dans une année, il y a 12 mois, fois le nombre d'années, ben, ici il y en a 2, c'est 173 000. Donc ici, il y aurait une petite erreur. Ouais, c'est normal, j'ai oublié de multiplier par le nombre d'années. Voilà, là on est bon. Donc là, je peux mettre 3 ans, là 4 ans, et ainsi de suite. J'ai la consommation en nombre d'années. Alors maintenant, je calcule en wattheure. Je dirais maintenant, comme il est en mégajoule, je vais travailler en mégawattheure. Alors, 1 watt seconde, c'est 1 joule. Si on fait fois 3600, on a 1 wattheure. Et 1 wattheure, c'est 3600 joules. Voilà. Donc ça, c'est 1 wattheure. Ouais, ici, j'ai 1004 mégajoules. Je vais laisser des mégawattheures. Voilà, donc je fais 1004 divisé par 3600. On obtient 0,279 MWh. Alors maintenant, pour 50 jours, il y a 12 055 mégajoules. Je divise par 3600 joules, j'obtiens 3,349 MWh. Et ainsi de suite. Hein. Là, je divise à chaque fois par 3600. 21 700 divisé par 3600, ce qui fait 6 MWh. Et 347 000 divisé par 3600 fait 96 MWh. Et voilà, vous avez le nombre de mégawattheures ici, sachant que voilà ce que va consommer le radiateur. Alors, ce radiateur là, bien sûr, il est dépendant, bien sûr. Vous avez vu ici, je vais mettre la consommation sur base horaire ici pour en simulation. Je vais le remettre là. Je vais remettre ça égal la consommation, voilà, en mégajoules par heure, elle est là. Alors, de quoi dépend ceci? Ben, dépend de la masse. C'est la masse d'un Juso ici. La variation de chaleur échangée avec le milieu extérieur dépend de la masse d'un Juso. Mais cette masse d'un Juso n'est rien d'autre que l'intervention voilà, de débit. Voilà, si je mets 3 litres par minute, ben, fatalement, ici, le nombre de mégajoules horaire va changer, parce que voilà, il dépend du débit. Voilà, il dépend du débit. Donc, si vous augmentez le débit, ben, vous augmentez la masse. Et si vous augmentez la masse, vous augmentez la quantité de chaleur, voilà, échangée avec le milieu extérieur. Voilà, donc le débit fait beaucoup. Hein. Voilà, je vais ramener un débit de 5 litres. Vous voyez que là, donc vous voyez qu'en jouant sur le débit,
C'est pour ça qu'on a des radiateurs statiques. Bon, on s'est joué sur le débit. On s'est joué sur le débit pour voilà, augmenter la chaleur. Vous voulez vous remettez plus de débit, vous allez avoir plus de quantité d'eau qui va passer par minute. Donc fatalement, il y a plus de chaleur qui va passer à l'heure. Hein. Voilà, donc en fait, voilà, c'est une des manières voilà, de réchauffer un peu plus les radiateurs, c'est de ramener du débit en litres par minute voilà, d'eau. Voilà, on fait circuler plus d'eau dans le radiateur à la minute et vous allez avoir une chaleur plus intense. C'est normal. C'est tout à fait logique. Maintenant, le C de l'eau, il est constant, c'est un invariant. Et maintenant, le radiateur, ben, ici, il y aura peut-être des petites variations. Hein, ben, voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire ici, si vous aviez un radiateur qui donnerait, allez, on va dire que la température de rentrée, elle est de, on a un petit radiateur, par exemple, 78, et en sortie, il va donner 68. Mais là aussi, encore une fois, vous voyez que la puissance ici, enfin, la quantité de chaleur a diminué. On a un petit radiateur qui offre une petite variation de température, hein, 68, 78. On a 12 mégajoules par heure pour un débit de 5 litres. Hein. Alors que pour un débit de 5 litres, pour 80, 60, on a 25 mégajoules. Donc vous voyez que mettre un petit ou un grand radiateur impacte fortement voilà, le nombre la quantité de chaleur. Hein. Le débit impacte la quantité de chaleur, mais aussi si on a un grand volume ou un petit volume de radiateur. Donc qu'est-ce qui fait la puissance d'un radiateur? Ben, c'est sa taille. C'est la taille du radiateur. Maintenant, il y a la matière aussi du radiateur. Hein. Voilà. Il y a des radiateurs qui peuvent, en fonction de sa fabrication, échanger plus hein, suivant le métal que l'on a mis. Il peut échanger plus que d'autres. Voilà. Donc un échangeur demande de ne pas être isolant, c'est ça. Hein. C'est le contraire d'un isolant. Isolation, on tente de faire en sorte que bon, il y a peu d'échappatoires qui se fassent au niveau chaleur, on évite les pertes de chaleur, mais un radiateur, c'est tout le contraire. On met des matériaux pour que justement il y a un échappatoire et des pertes de chaleur, parce que ces pertes de chaleur sont voulues. On veut les transférer, justement, c'est un échangeur de chaleur, on veut les transférer à un milieu environnant, donc c'est voulu. C'est voulu, c'est des pertes de chaleur voulues. Voilà, donc vous avez bien vu qu'ici il faut un certain débit d'eau chaude pour avoir une quantité de chaleur qui ressorte. Bon, maintenant, ceci étant dit, ben, vous voyez qu'on peut transformer en wattage et que ça monte très vite, hein, en fonction des années. Donc si vous laissez un chauffage allumé constamment, ben, vous avez la consommation du radiateur voilà, en wattage ici. Vous l'avez ici. Si vous le laissez constamment, ben, supposons que vous l'avez laissé pendant toute une année, voilà, mais un seul des radiateurs, voilà, ça va donner 60, une consommation, enfin, une chaleur fournie de 60,28 MWh. Et si vous avez des radiateurs, vous faites x10. Hein. Enfin, s'ils sont de même volume et donc de même puissance. Alors attention qu'un radiateur, la première des choses qu'il faut faire, c'est bien l'accrocher. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dessus et vienne arracher le radiateur. Voilà. Un radiateur, ça doit être très bien accroché au mur. Voilà. Je parle des radiateurs muraux, bien sûr. Doivent être très bien accrochés au mur et bien raccordés. Hein. La première des choses qu'il faut faire, c'est éviter les fuites. Hein. Éviter les fuites d'un radiateur par toute partie, tout composant du radiateur ou de la chaudière. Hein. Il faut éviter les fuites. Et pour ça, bon, on demande voilà, de bien visser et de mettre voilà, ce qui est nécessaire avec du chanvre pour éviter justement bien visser, c'est bien raccorder. Voilà, bien raccorder, bien faire un bon serrage. Et bien sûr, il existe des clés spéciales pour les chauffagistes. Hein. Voilà, il faut donner des bons coups de, voilà,
voilà, de visserie, avec des grosses clés spéciales, je vous dis, voilà, qui permettent, je veux dire, des très grands couples. Et bien sûr avec du chanvre, etc. etc. On met du chanvre pour éviter justement un bon serrage et éviter les fuites. Et si dans tout le chemin il n'y a aucune fuite, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, à ce moment-là, première des choses, c'est à regarder, c'est qu'il n'y ait pas de fuite dans tout le circuit. Dans tout le circuit. Alors, un radiateur peut être vieux aussi, peut être emboué. Emboué à ce moment-là, ben, s'il est emboué, ben, on peut avoir des pertes calorifiques, on peut avoir des déséquilibres dans le réseau. Dans le réseau, comment est-ce qu'on appelle ça, de chauffage, on peut avoir des déséquilibres. Un radiateur qui est désemboué, enfin qui est emboué, un technicien doit le désembouer. On peut avoir des pannes de vente thermostatique. Voilà, on peut avoir un radiateur qui est fermé parce qu'il y a une visserie. Quelqu'un est venu fermer l'introduction d'eau. À ce moment, il faut regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a chipoté ou a oublié voilà, d'ouvrir le radiateur par une visserie spéciale. Hein, parce qu'il y a une visserie qui bloque l'arrivée d'eau. Voilà, donc il y a tous des petits éléments comme ça qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, il faut bien dimensionner, je veux dire, la puissance de la chaudière pour alimenter toutes comment on appelle ça, comment on appelle ça, les radiateurs, au travers de calculs de dimensionnement, au travers de logiciels. Il existe des logiciels tout faits qui peuvent calculer les puissances des chaudières à partir de toutes les pièces où se trouvent des radiateurs, où on a placé des radiateurs à différents endroits, tels que le placement en dessous des fenêtres. Là, généralement, on place des radiateurs en dessous des fenêtres. Des radiateurs dans les chambres. Certains seront grands, d'autres petits, d'autres volumes. Une petite pièce nécessitera un petit radiateur, une grande pièce nécessitera un plus grand radiateur. Et voilà. Et donc, ne pas oublier avec tout ça, donc il faut l'entretien des chaudières, ça c'est une chose, et que, bien sûr, qu'il faut faire un très bon dimensionnement dès le départ. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous avez une installation qui, je veux dire, qui est optimum, optimalisée et optimum. Alors, on peut avoir des pertes de charge tout le long du circuit, fatalement, et que, il faut que la pression au sein comment on appelle ça, de l'installation, du réseau de radiateurs, soit la plus, euh, la plus optimale possible pour justement avoir tout le long du trajet une bonne pression de service, une bonne pression de service. Et donc, que les radiateurs travaillent correctement et fournissent de la chaleur, fournissent la chaleur nécessaire pour laquelle ils ont été conçus. Ils ont été conçus. Voilà. Bon, cette étude-là ou d'autres études, quand on étudie les installations de réseaux de chauffage électrique, je m'excuse, chauffage à eau comme ça, je m'excuse, pas chauffage électrique. Voilà. De chauffage voilà, à fuite caloporteur tel que l'eau, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a une circulation d'eau. Et qui dit circulation d'eau, qui dit circulation d'eau et qui dit chaleur, dit deux domaines différents. On est en plein dans le milieu de la calorimétrie. D'office, vous venez de le voir parce que j'ai fait un calcul de calorimétrie en faisant intervenir bien sûr un petit peu de mécanique des fluides. Eh bien, bien sûr, vous aurez de la mécanique des fluides dans, comment on appelle ça, les systèmes de réseau de radiateurs. Il y aura d'office de la mécanique des fluides, puisqu'il y aura des notions de pression et de débit. Voilà. Et des pertes de charge, etc., qui vont intervenir. Et donc ça, c'est pleinement deux domaines, puisque c'est un des domaines celui qui va porter la chaleur, c'est le domaine de la calorimétrie. Mais quelque part, j'ai dû faire intervenir un débit ici.
un débit volumique par minute. Et, voilà. Et donc là, à ce moment-là, c'est lui qui a fait intervenir le temps. Hein. C'est grâce à lui que j'ai créé une base horaire. Hein. C'est grâce à ce volume-là. Au débit. Pour créer une base horaire, voilà, une chaleur horaire, pour créer cette chaleur sur une base horaire, ben, j'ai eu besoin justement de cette circulation-là de débit. Voilà, c'est ça qui m'a permis de créer la chaleur horaire, grâce à ce débit. Mais le débit, bien sûr, ça fait partie du domaine de la mécanique des fluides. Mécanique des fluides. Voilà. Donc, ici, je n'ai fait intervenir qu'un élément de la mécanique des fluides, mais il se peut que si on a une installation de réseau de radiateurs, bien que, en fait, il y ait beaucoup de paramètres voilà, on peut avoir les pressions, de la mécanique des fluides, des paramètres de la mécanique des fluides. J'entends par là la pression, les pertes de charge, voilà, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, voilà, les frottements. Voilà, et je dirais même de la thermodynamique, parce qu'en fait, c'est l'équation de travail moteur. Voilà, on retrouve dans l'équation de Bernoulli, ben en fait, c'est l'équation de travail moteur pour lequel on retrouve en partie. Voilà, je vous dis que la thermodynamique est ouverte à beaucoup de choses. La thermodynamique est ouverte à beaucoup de choses. À partir de la thermodynamique, on peut aller soutirer énormément de choses. L'équation de Bernoulli, on peut aller la rechercher à partir de la thermodynamique, hein, ça d'office. Hein. Et donc, la thermodynamique va offrir l'équation de Bernoulli qui va être utilisée bon, voilà, beaucoup de fois. Pourquoi beaucoup de fois? Parce que c'est une des équations principales de la mécanique des fluides, donc elle va être utilisée énormément en mécanique des fluides. Donc on la retrouvait, je veux dire, comme les installations de chauffage sont un fluide caloporteur circulant, donc on va faire intervenir des notions de mécanique des fluides, et donc fatalement on retrouvera cette notion d'équation de Bernoulli, donc avec l'énergie cinétique, l'énergie de pression et l'énergie potentielle. Voilà, qu'on retrouve, comme je l'ai dit, dans l'équation de travail moteur en thermodynamique. Et là, on retrouve cette équation-là, l'équation principale fondamentale de la calorimétrie, voilà, mais sur une base horaire. Sur une base horaire qui est ici. Voilà, ça c'est l'équation fondamentale de la mécanique des fluides, enfin de la, comment on appelle ça, de la calorimétrie, je m'excuse, la calorimétrie. Voilà. Bon, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que, bon, vous avez bien vu ici, j'ai fait une simulation en mettant par exemple 4,5 litres minute. Bon, voilà. Et j'introduisais un débit et je regardais ce qui se passait de visu au niveau de la variation de chaleur horaire. Vous voyez ici, j'introduisais une donnée ici pour voir ce qui se passait ici. Bon, ça, on fait beaucoup ça, je veux dire, dans de nombreux domaines où on veut surveiller des variables. Voilà, si vous voulez surveiller des variables,
introduire des variables et voir comment évoluent certaines autres variables, bon, on peut le faire facilement. C'est ce qu'on appelle de la supervision, du contrôle. Et bien sûr, la supervision et le contrôle permettent justement de voilà, d'être interactif avec des variables qui vont, en introduction de données de certaines variables, faire évoluer d'autres variables. Et donc les contrôler, les, les, les observer et regarder leurs réactions. Regarder leurs réactions. Et ça se passe beaucoup dans des installations, voilà, de process. Dans les process, c'est ça, c'est la supervision. Vous faites introduire des données de pression, de température, de concentration, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et bon, à ce moment-là, il y a d'autres variables qui vont interagir et qui vont apparaître, je veux dire, sous une nouvelle forme, une nouvelle valeur. Et ces valeurs-là sont à contrôler. Parce qu'en fait, voilà, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport voilà, à certaines variables voilà, qui ont changé. Qui ont changé. On peut prendre des décisions en supervision, mais la contrôlabilité voilà, d'un phénomène n'est pas propre, je veux dire, à la science. Hein. On trouve ça dans beaucoup de choses. En économie, bon, on peut gérer voilà, des supervisions et contrôler certains paramètres. Et en contrôlant, ben, on peut en faire des audits et voilà, tirer des décisions à partir d'audits. Voilà. Bon, en économie, on peut faire ça, mais on peut faire autre chose aussi. On peut contrôler les variables de gestion, et avoir une meilleure gestion en contrôlant au mieux possible les processus qui vont intervenir voilà, au niveau de la gestion de ce qu'on veut, gestion de stock, gestion du personnel, gestion de la production, gestion de ce que vous voulez. Voilà, en fait, quelque part, c'est une gestion. C'est une gestion. C'est une gestion. Donc ici, quelque part, on peut gérer ça, bien sûr, de visu, par une contrôlabilité, en jouant sur voilà, sur des consignes, et on a des réponses, et ces réponses-là, on prend des décisions quant à ces réponses que l'on obtient. Maintenant, je vous ferai remarquer que c'est de moins en moins l'être humain qui s'occupe voilà, de paramétrer et de contrôler toutes ces variables, puisqu'en fait maintenant il existe les automates programmables dans les industries, et les systèmes à processus. Un système à processus, ben, ce sont les automates programmables qui gèrent tout ça. Voilà, ils reçoivent voilà, des données d'acquisition, il y a un traitement, et ils prennent des décisions en envoyant des signaux à, je veux dire, des actuateurs. Bon, les capteurs captent les signaux, les divers signaux. Bon, et bien sûr, l'automate programmable est un processeur, donc il permet de calculer et être dans l'analyse. Il est capable de faire de l'analyse et de prendre des décisions, bien sûr, de l'analyse par rapport à ce qui a été programmé dans l'automate programmable, et de prendre des décisions opportunes de façon à ramener, je veux dire, le process dans les meilleures conditions possibles au niveau de ces variables par rapport à des variables d'entrée. Voilà, il va réagir sur base de variables de sortie, et à partir de là, bon, il peut communiquer à des actuateurs, voilà, des commandes pour lesquelles, bon, voilà, et ici, je parle de ça pour un système, voilà, un système, pour tout système, hein, je vous ai dit, un système économique, un système de production, un système voilà, de fabrication, un système uniquement de supervision, parce que ça existe, hein, uniquement de la supervision, voilà, voilà, par exemple la surveillance par caméra, voilà, etc., etc. Mais il est vrai qu'ici, bon, pour les systèmes de chauffage centraux, ben là, en ce moment, on mettra peut-être plus, voilà, un système domotique ou un système, voilà, par comment on appelle ça, automate, par automate programmable. Il existe des petits automates qui gèrent tout ça, hein. Voilà, qui gèrent les températures, etc., etc., et qui prend des consignes
Voilà, on peut tout faire en choix. Voilà, même dans une installation domestique, les gens ne prennent pas, je veux dire, ne vont pas au fin fond des possibilités de ce que peut offrir, voilà, une gestion par automate programmable voilà, comment on appelle ça, d'une installation de chauffage. Parce que bon, les gens payent un chauffage normalisé, comme quand ils font, voilà, la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe quand ils font une habitation? La plupart des gens se suivent les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils passent tous par le plafonnage, mais il n'existe pas que du plafonnage pour mettre sur le mur. Donc les gens suivent une certaine normalisation, une certaine standardisation. Il en est vrai aussi pour le chauffage. Les gens vont suivre une certaine standardisation. Mais sachez qu'il existe de nombreuses possibilités au travers de la domotique et euh, comment est-ce qu'on appelle ça, des automates programmables pour gérer, si vous voulez, un chauffage central. Hein. Le chauffage central peut être géré au maximum des possibilités par un petit, pas forcément par un gros automate qui permet énormément de choses. Non, un petit automate suffit à faire déjà pas mal de choses. Hein. Il existe des tout petits automates donc, avec très peu d'entrées-sorties qui suffisent. Qui suffisent. Bien sûr qu'ils sont des automates agréés. Hein, des automates agréés. Parce que maintenant, c'est vrai que si vous faites une installation d'automate voilà, une carte électronique pour laquelle, je veux dire, il y a un incendie, bon, parce que la carte n'est pas agréée, voilà, eh bien là, ça, vous êtes responsable voilà, de l'incendie. Hein, voilà, faut faire attention à ce qu'on fait aussi. Il ne suffit pas de faire n'importe quoi. Bon, si, voilà, quand on paye parfois une certaine somme, c'est parce que voilà, on est sécurisé par rapport au matériel. Hein. Voilà, il y a une certaine forme de qualité, de sécurité qui est offerte par certaines cartes électroniques. Alors que si vous achetez n'importe quoi, comme carte et vous voulez faire une installation que bon, ça prend feu, vous êtes responsable. Hein. Voilà. Et vous ne pourrez pas vous retourner contre quelque chose qui n'est pas agréé. Voilà. Alors ceci étant dit, ben, on peut faire beaucoup de choses avec les chauffages centraux. Hein. Voilà, on peut commander par un interrupteur, par une télécommande, par un chauffage central d'office. Hein. Voilà, on peut voir, voilà, si, si, si la pièce, je sais pas moi, si vous êtes dans le salon, on peut avoir une supervision qui dit que dans la pièce du haut, ben, le chauffage n'est pas allumé, le chauffage la température n'est que de 20 degrés, donc il faudrait, si vous souhaitez, augmenter ou pas. Voilà, donc vous avez une interaction où, voilà, un petit ordinateur vous dirait, bon, si vous souhaitez augmenter la température ou pas, suivant vos desiderata. Donc l'ordinateur vous poserait la question. Ben, là, on pourrait même faire une intelligence artificielle et bon, euh, bon, elle s'occupe bien sûr en fonction de vos désirs. Ça veut dire que l'ordinateur vous demanderait si vous poserez des questions, bien sûr, et vous poserez des questions et vous répondriez. Et si vous ne répondez pas bon, peut-être qu'il faudrait prendre une décision voilà, de ne rien faire ou de vous attendre jusqu'au moment où vous avez une décision édictée. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses. Avec le chauffage central, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas standardisé comme dans toutes les habitations. Hein. Là, on peut bien, vous pouvez, voilà, siffler une fois, ben la chaudière se met en route. Ou siffler deux fois, ben c'est la pièce du haut qui se met en route, enfin, qui se met en marche de chauffage. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein, voilà. Vous voulez éteindre un chauffage, vous appuyez voilà, peut-être sur une télécommande, je ne sais pas, sur votre GSM, on peut commander tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc la domotique ou les automates programmables, des petits automates programmables suffisent pour faire un minimum déjà de choses. Voilà. Alors vous pouvez avoir une lampe qui s'allume et qui tourne en orange, une lampe orange, disant attention, la chaudière est en marche. Une lampe rouge déjà de votre salon qui s'allume, par exemple, une lampe rouge, disant qu'il y a une défaillance chauffage, et vous pouvez le voir directement à partir de votre salon. Vous voyez une lampe rouge, il y a une lampe rouge qui s'allume.
On peut avoir des indications de température dans toutes les pièces, hein, aussi. Voilà, on peut avoir tout ce qu'on veut. Hein. L'indication de chaque pièce indique la température. Vous avez par exemple dans le salon toutes les indications de température de chaque pièce. Là, vous mettez des capteurs dans chaque pièce. Voilà. Vous pouvez télécommander chaque pièce séparément à partir du salon, à partir d'une télécommande. Ou à partir de n'importe quelle pièce, télécommander n'importe quelle pièce. Voilà, tout est possible, tout est possible. C'est ça que je vous dis qu'on peut faire tout ce qu'on veut en automation. Hein. Bon, là, ça dépend de ce que le client veut, ce que vous proposez au client. Voilà, et on peut faire de nombreuses choses. Voilà, sur ce j'ai assez dit. On peut tout simplement faire attention à sa poche en gérant au mieux l'économie de, de comment on appelle ça de la gestion de ses ressources au niveau calorifique. Si vous chauffez une pièce qui n'en vaut pas la peine, s'il n'y a personne dedans, ou s'il fait chaud et que vous allumez la pièce, vous allez perdre au niveau de votre poche de l'argent. Donc en fait, il faut, on va dire, gérer au mieux voilà, les problèmes relatifs au chauffage centraux. Voilà, il faut répondre au mieux, de façon à être économe au niveau énergétique et au niveau de votre portefeuille. Parce que l'énergie, ça a un coût. Mais si vous chauffez mal, ça a un coût. Alors autant mieux chauffer avec la plus grande optimalisation possible pour avoir justement avoir la meilleure chauffe possible à la maison, des pièces où vous êtes, parce que si vous n'êtes pas dans une pièce, ça ne sert à rien de la chauffer, avec des temps de réponse rapides de chauffe, mais surtout que voilà, voilà que la gestion fasse en sorte que votre portefeuille en sera indemne de toute cette énergie qui est généralement utilisée mais mal utilisée. Donc il faut optimiser pour justement avoir des coûts d'énergie les plus faibles possibles, mais que là où vous soyez au chaud. Là où vous soyez au chaud. Voilà. C'est-à-dire si vous êtes dans le salon, vous soyez au chaud dans le salon. Si vous êtes dans votre chambre, vous soyez au chaud dans votre chambre, mais le salon doit être froid. Voilà, il ne faut pas forcément chauffer le salon. Donc, et tout ça peut être géré par automate programmable, hein, au travers d'un capteur qui voit la présence de personne ou pas. Si la personne dans le capteur voit personne dans la pièce, il n'y a personne dans la pièce, le capteur le voit, mais le capteur va éteindre voilà, tout ce qui est chauffage au niveau, comment on appelle ça, au niveau du salon, et va allumer les chauffages au niveau des pièces où il y a des personnes dedans. S'il y a deux chambres, il va allumer deux chambres, s'il y a trois chambres, il va allumer trois chambres. Si vous devez prendre un bain, voilà, vous programmez par exemple que vous prenez votre bain tous les jours à 8 heures, bah, tous les jours à 8 heures, le chauffage va commencer à s'allumer de la salle de bain. À 8 heures, voilà, l'automate peut faire ça. Voilà, une programmation horaire. Programmation sur une plage horaire, vous programmez l'heure voilà, pour laquelle vous souhaitez prendre un bain. Ben voilà, tous les 8 heures, le chauffage est mis. Alors bon, il ne reste plus qu'à venir à 8h10. 8h10, l'eau sera chaude et vous n'avez plus qu'à prendre un bain sans. Voilà. Enfin, le chauffage sera chaud, la salle de bain. Je ne parle pas de l'eau chaude sanitaire, je parle voilà, de l'eau chaude, voilà, du chauffage central, voilà, etc., etc. Voilà, donc c'est à vous à gérer au mieux les possibilités voilà, du chauffage tout en étant le plus économe possible et d'avoir la meilleure, on va dire, la meilleure qualité voilà, offerte par votre chaudière et vos chauffages pour les pièces pour lesquelles vous êtes situé.
Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.